Abordons maintenant la réaction dans l'autre sens, c'est-à-dire la précipitation. Donc, si on a de l'eau qui contient des ions en solution, ben, si on atteint la saturation, on peut imaginer très bien que ces cations et ces anions-là, certains de ces cations et de ces anions-là, pourront s'associer. Donc là, j'en ai mis juste deux, mais vous comprendrez qu'il va en avoir plus que ça. Là, ça va former des petits cristaux. Il va y avoir plein de cations et d'anions qui sont liés ensemble par une liaison ionique, donc qui vont précipiter et reformer le composé solide. Il y aura toujours des cations et des anions en solution, dépendamment de la solubilité de la substance, donc une concentration S en solution sera toujours présente, mais il pourra, à saturation, commencer à y avoir des cristaux qui vont se former. Et si on sursature notre solution, ben là, il y aura beaucoup de composés solides qui pourront être présents. Donc, des réactions de précipitation comme ça, on en retrouve effectivement dans notre environnement. Je vous parlais tout à l'heure de la possibilité du calcium et du carbonate d'être transportés dans les eaux pour se retrouver dans les milieux océaniques. Bien, une fois qu'on les retrouve dans les milieux océaniques, ces ions-là sont souvent utilisés par certains organismes aquatiques pour construire leurs coquilles. Donc, il y a des coraux qui sont faits en carbonate de calcium. Il y a toutes sortes aussi de coquilles, là, euh, l'espèce m'échappe, là. C'est ici à gauche que vous avez, c'est des foraminifères. Les foraminifères, ça ressemble à des petits pop-corns. Je dis des pop-corns, mais dans les faits, c'est beaucoup plus petit qu'un pop-corn, là. Tu vois, c'est à peu près la taille de 2 millimètres là, de large, là. Donc, c'est relativement petit, les foraminifères, donc des petits organismes marins qui utilisent ces ions-là pour se faire une petite carapace. À la mort des organismes, la matière organique se décompose tout simplement et la matière minérale inorganique, comme le carbonate de calcium, va tout simplement tomber au fond et former le sédiment. Comme je vous disais tout à l'heure, éventuellement, ça vient qu'à former le calcaire, là, la roche calcaire en strates. Donc, ces petits organismes-là sont capables de faire leur coquille, effectivement, avec l'eau de mer, parce que si on regarde la composition de l'eau de mer, donc si vous avez un tableau qui contient des concentrations là, des principales espèces qu'on peut retrouver dans une eau de mer assez classique, donc beaucoup d'ions sodium, des ions magnésium, donc c'est représenté en mol, excusez, en grammes par kilogramme de solution ou en mol par kilogramme de solution. On retrouve donc beaucoup de sodium, magnésium, calcium, potassium, strontium et oui, voilà, j'ai nommé les principaux cations. Et vous avez ensuite des principaux anions, donc avec du bord, chlorure. Chlorure, on voit que c'est le principal là, avec le sodium. Mais NaCl, c'est vraiment les deux ions qu'on retrouve en grande présence. Mais il y a aussi quand même pas mal d'ions sulfate, des ions bicarbonate et carbonate, donc ils sont associés ensemble. Ça, j'y reviendrai plus tard dans le chapitre 4 là, sur ces deux ions-là dans l'eau de mer. Et vous avez des bromures, des fluorures également. Donc, vous voyez que on a quand même une quantité appréciable de carbonate et une quantité appréciable aussi de calcium qui explique la disponibilité de ces deux ions-là pour les organismes marins pour qu'ils puissent les utiliser pour leur carapace. Donc, le carbonate de calcium, je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on retrouve dans les grottes, évidemment, on le trouve dans le calcaire, dans les roches calcaires. Donc, quand on se retrouve avec des trous dans les grottes, l'eau a fini par solubiliser les minéraux, on se retrouve carrément avec des trous, des grottes. Là, il y a de l'eau chargée en carbonate de calcium qui suinte, là, et on voit la précipitation du carbonate de calcium sur le bout des gouttes qui tombent. Donc, ça forme les stalactites, les stalagmites, donc ils sont faits en carbonate de calcium. Mais on a aussi le carbonate de calcium, comme je vous disais, dans les minéraux des carapaces des foraminifères, par exemple. Et puis, les foraminifères sont utilisés aussi pour la datation, puis faire ce qu'on appelle de la paléoclimatologie. On est capable de retracer les climats grâce aux coquilles de ces carapaces-là. En fait,
En fait, ces animaux-là vont produire leur carapace, ça se voit pas très bien sur la photo, mais ils vont produire une carapace qui s'enroule dans un sens ou dans l'autre, là, ça tourne soit de gauche à droite. Puis il y a certaines caractéristiques comme celle-là qui dépendent un peu de la température de l'eau. Et puis, quand on est capable sur une grande population de foraminifères dans les sédiments, quand on est capable de trouver les sens d'enroulement ou des choses comme ça, on est capable de déduire qu'il y a, avec des données de datation, de dire, ben, il y a tant d'années, tant de milliers d'années, et il faisait plus froid ou plus chaud parce que les foraminifères ont telle ou telle caractéristique. Donc, c'est comme un indicateur là, de la température de l'époque. En tout cas, je ne rentrerai pas dans tous ces détails-là, mais c'est super intéressant de se servir là, de ce genre d'observation-là là, pour retracer les climats du passé. Ceci dit, c'est une petite parenthèse. Euh, vous avez deux situations ici où il y a précipitation du carbonate de calcium. Donc, dans un cas, c'est des organismes marins qui utilisent, donc qui forcent la précipitation. Dans un autre cas ici, c'est tout simplement une précipitation là, inorganique là, qui se fait par une grande présence de carbonate et de calcium dans l'eau. Mais dans tous les cas, on peut se poser la question, c'est quoi la concentration? Donc, calculer la concentration en carbonate et en calcium minimale requise pour que la précipitation puisse s'amorcer. Évidemment, ça en prend une quantité suffisante. Quelle est cette quantité-là? Ben, c'est la quantité pour que la saturation survienne. Donc, il faut être à saturation pour que la précipitation s'amorce. Donc, comment je procède pour faire ce calcul-là? Donc, c'est la question numéro 4. Calculer la concentration en carbonate et en ion calcium minimale qui serait requise dans l'eau pour que la précipitation puisse s'amorcer à 25 degrés Celsius. Donc, avec la même démarche qu'on a vue précédemment avec notre équation de dissolution ou encore de précipitation dans le sens inverse, un tableau IRE nous permet de voir que les concentrations à saturation de calcium et de carbonate, parce qu'on est dans un rapport de 1 pour 1 ici, valent la même chose que la solubilité, c'est-à-dire la quantité de carbonate de calcium qui peut se solubiliser à cette température-là. Donc, la même démarche nous permet de trouver la valeur de S, donc 7,04 fois 10-5 mol par litre. Et non seulement ça correspond à la solubilité du composé, mais ça correspond aussi, dans ce cas-ci, à la concentration des deux ions à saturation. Notez que si vous aviez eu un exemple, par exemple avec le phosphate de calcium où les coefficients stoichiométriques ne sont pas de 1, ici on a 3 pour 2, on aurait eu dans notre tableau les valeurs de 2S et 3S qui seraient apparues à saturation. Donc la valeur de S trouvée pour la solubilité du composé doit être multipliée par les facteurs stoichiométriques pour trouver les concentrations de chacun des ions. Donc la concentration du calcium pour que la précipitation s'amorce doit être de 3 fois S et la concentration des ions phosphate doit être de 2 fois S pour que la précipitation s'amorce.